Bonjour tout le monde, bienvenue à votre premier cours de littérature musicale. Aujourd'hui, on va parler de toutes sortes de choses. Le thème unificateur du cours, ce serait notion générale. On va commencer avec justement des concepts assez larges, assez vastes, et notamment une comparaison entre la musique et la langue pour essayer de s'interroger un peu sur ce que c'est qu'un langage et voir jusqu'où est-ce que la musique est un langage et jusqu'où on peut l'analyser comme tel. Il y a trois ramifications principales dans le cours de littérature musicale. Il y a trois approches spécifiques en fonction desquelles on va étudier la musique et essayer d'en parler intelligemment. Les trois axes principaux sont l'histoire, l'analyse et l'esthétique. Donc l'histoire, on a une bonne idée de ce que c'est l'étude de ce qui s'est fait dans le passé, et on va donc voir quels sont les principaux courants, les principales périodes, les principaux compositeurs, et comment le langage musical évolue dans le temps. L'analyse va nous aider justement à comprendre l'évolution du langage, l'évolution des formes, l'évolution de l'harmonie. Et donc, l'analyse, au fond, on a parfois tendance à voir ça comme quelque chose de très compliqué, mais ça cherche à répondre à une question extrêmement simple. Comment la pièce est-elle faite? Alors, tout ce qui permet d'amener des éléments de réponse à cette question extrêmement simple est en soi pertinent au niveau de l'analyse. Donc, comment est-ce qu'une pièce est faite au niveau de sa forme, au niveau de sa tonalité, au niveau de ses progressions harmoniques, au niveau de sa mélodie, au niveau du rythme, au niveau des motifs employés. Il y a une multitude de paramètres en fonction desquels on peut analyser une pièce musicale pour essayer dans un premier temps de voir comment elle est faite et dans un deuxième temps de pouvoir en parler intelligemment, c'est-à-dire rédiger un commentaire. Le but d'une analyse, quant à moi, est toujours de déboucher sur une conclusion qui nous permet, par exemple, de démontrer comment la pièce reflète le style du compositeur ou de la période à laquelle on peut la rattacher, et ainsi de suite. Mais donc, l'analyse, dans un premier temps, cherche à répondre à la question comment cette pièce est-elle faite, et cherche dans un deuxième temps à déboucher sur un commentaire explicatif, une espèce de synthèse dans laquelle on va justement pouvoir remplir ce but ultime du cours de littérature musicale, à savoir parler intelligemment de la musique. La troisième branche, c'est l'esthétique. L'esthétique, on la définissait de façon classique comme étant l'étude de la beauté. Aujourd'hui, on nuance un peu en disant étude de la beauté ou des conceptions artistiques ou de l'idéal artistique, parce que la notion de beauté est un peu tendancieuse, un peu arbitraire, un peu subjective et a tendance à évoluer au fil du temps. Ce qui est beau pour un artiste baroque n'est pas nécessairement beau pour un artiste moderne et vice-versa. Si vous connaissez des artistes comme Rammstein ou Rage Against the Machine, vous remarquerez sans doute que la notion de beauté, entre guillemets, qui est véhiculée dans cette musique-là, est très différente de la beauté classique du 18e siècle. Au 18e siècle, on définissait la musique comme l'art de rendre les sons agréables à l'oreille. Je ne suis pas certain que les musiciens de Rammstein ou de Rage Against the Machine cherchent vraiment à rendre les sons agréables à l'oreille. Donc, la conception même de ce qui est beau, ou plus généralement de ce qui est musicalement pertinent, va changer d'un siècle à l'autre, d'une époque à l'autre, et l'étude de ces fluctuations de l'idéal artistique, c'est ce qu'on appelle l'esthétique. Évidemment, les concepts d'esthétique et de beauté sont intimement liés. Quand on va au salon d'esthétique, c'est pour être plus beau. Donc, cette notion-là de beauté est justement très, très liée à la notion d'esthétique, mais il y a certains styles qui justement cherchent à remettre en question les notions classiques de beauté. On va voir ça souvent au XXe siècle. L'art moderne tente de redéfinir l'idéal artistique en faisant plus ou moins abstraction des notions classiques de beauté. Donc, l'esthétique, c'est ou bien l'étude de la beauté, ça c'est la définition plus classique. Une définition plus moderne, ce serait l'étude de l'idéal artistique et des fluctuations et des changements de l'idéal artistique à travers l'histoire. Donc voilà, nos trois grandes branches, histoire, analyse et esthétique. Aujourd'hui, on va parler de différentes notions, on va parler de mots de vocabulaire essentiellement parce que non seulement pour le cours de Litmus 1, mais littérature musicale 2, 3 et 4, il y a des mots sur lesquels je vais constamment revenir, des mots dont je vais me servir de façon courante et je pense qu'il est très important que vous sachiez quel sens je donne à ces mots-là pour être capable justement de me suivre dans le cours et qu'on partage donc un code commun. Parce que
on va aujourd'hui s'interroger sur la notion de langage. Et au fond, la notion de langage repose beaucoup sur la question de convention. Il faut que au moins deux personnes soient d'accord pour associer un sens prédéterminé à un signe particulier pour être capable de communiquer. Il faut que vous et moi nommions tous les deux ou tous ensemble l'animal à quatre pattes qui fait wouf, on l'appelle un chien. Et l'animal à quatre pattes qui fait miaou, on l'appelle un chat. C'est des notions arbitraires, c'est des conventions. Mais le fait qu'on partage ces conventions nous permet d'établir une communication, nous permet d'envoyer des messages. Donc, le langage est au fond un immense code de convention et il est important qu'on partage ces conventions-là pour être capable d'établir une communication aussi claire et aussi efficace que possible. C'est la raison pour laquelle, dans le cahier de notes de cours, ça commence en page 6 avec justement des mots de vocabulaire et des notions fondamentales. On y parle entre autres de la notion de style. La notion de style est essentielle en littérature musicale parce que justement on étudie beaucoup les styles et leur évolution et leur transformation et ainsi de suite. Il y a au fond deux définitions fondamentales qu'on peut associer à ce mot de style. Vous allez voir souvent les mots ont plusieurs sens. On peut définir le même mot de plusieurs façons différentes. Vous en faites pas, on finit par s'y habituer. Mais le mot style peut renvoyer à deux choses. Premièrement, il peut renvoyer à un ensemble de pièces qui présentent des caractéristiques communes. Par exemple, si on parle du style baroque, ben, c'est intimement associé à une période dans l'histoire de la musique. Donc la période et le style peuvent être assez similaires. Mais si on parle de style baroque, on va avoir tendance à associer par exemple une certaine sonorité, une certaine couleur timbrale liée à une certaine instrumentation. Si on me parle de style baroque, moi la première chose qui me vient à l'idée c'est des cordes frottées et pincées. Ça se peut qu'il y ait du clavecin, ça se peut qu'il y ait du luth, ça se peut qu'il y ait de l'orgue. Donc j'ai déjà une certaine idée instrumentale, une certaine palette timbrale associée au mot style baroque. Si on me parle de style classique viennois, je pense à autre chose, parce que là, le piano a fait son apparition, l'orchestre symphonique a fait son apparition, donc il y a davantage d'instruments à vent dans l'orchestre, puis ainsi de suite. Donc, le style amène avec lui une certaine coloration, une certaine sonorité. Si je vous dis par exemple le reggae, c'est un style musical, il y a une certaine instrumentation, un certain tempo, une certaine subdivision rythmique, une certaine accentuation des temps qui correspond à ce qu'on appelle le style reggae. Même chose pour le swing ou le bebop ou le blues ou le heavy metal ou le rhythm and blues ou le soul ou la musique romantique ou ainsi de suite. Donc le style peut se définir comme un ensemble de pièces présentant des caractéristiques communes, ce qui fait qu'il y a une espèce de personnalité musicale qui y est rattachée. Il y a une espèce de composante sonore qui définit ce style-là. Le deuxième sens qu'on peut donner au mot style, c'est ce qui caractérise la façon de faire d'un artiste. Et c'est associé justement à une personne spécifique. On va parler du style de Beethoven, on va parler du style de Bach, du style de Debussy ou ainsi de suite. Donc c'est un peu une espèce de manière de faire qui est spécifique à un artiste et qui caractérise son approche artistique. Donc c'est les deux sens qu'on va donner au mot style, ou bien un sens qui est assez rattaché au concept de période historique, comme justement le style baroque, le style classique, le style romantique et ainsi de suite, ou alors en lien direct avec la spécificité de la création d'un artiste en particulier. Donc ça, c'est pour le style. À ne pas confondre avec le genre. Le genre musical est quelque chose de plus vaste. Style et genre sont parfois des mots qui sont utilisés de façon interchangeable, mais au départ, ils ont un sens spécifique. Le genre est quelque chose de plus général, de plus vaste, de plus musicalement indistinct. Je vous donne un exemple. Si je parle par exemple de musique profane ou de musique sacrée, ce sont deux genres musicaux. La musique profane, c'est la musique qui n'est pas destinée à une utilisation religieuse, et évidemment la musique sacrée, c'est destiné à une utilisation dans un contexte religieux. Mais des dizaines de cultures à travers le monde ont toutes des musiques religieuses qui sont très différentes.
La musique sacrée du Tibet n'a pas du tout la même instrumentation qu'une cantate de Bach, par exemple. Donc, il n'y a pas de sonorité commune. Il n'y a pas cette personnalité musicale commune qui permet de rattacher la musique religieuse tibétaine à la musique religieuse de Jean-Sébastien Bach. Mais il y a une fonction commune, l'utilisation de la musique dans un contexte spirituel, dans un contexte religieux et ainsi de suite. Donc c'est le concept qui définit le genre musical beaucoup plus que sa sonorité, si vous voulez. On peut parler de musique vocale et de musique instrumentale comme étant des genres musicaux. On peut parler de la musique de film ou de la musique de jeux vidéo comme étant des genres musicaux. Ça n'a pas de sonorité particulière, ça n'a pas de sonorité précise. Ça peut sonner de milliers de façons différentes. Il y a des musiques de films qui sont acoustiques, d'autres sont électriques, il y en a qui sont instrumentales, il y en a qui sont vocales, il y en a qui sont lentes, il y en a qui sont rapides, il y en a qui sont douces, il y en a qui sont fortes. Ça peut sonner n'importe comment de la musique de film, mais toute la musique de film est reliée par cette utilisation commune qui est le fait de vouloir marier des sons avec une histoire mise en image. Donc ça, c'est pour la distinction entre style et genre. Excusez. Désolé pour cette petite interruption. Nous parlions, je crois, de distinction entre style et genre et les principaux genres musicaux. On parlait notamment de musique de film, de musique de jeux vidéo et ainsi de suite. Le concept de genre procède souvent par opposition. Par exemple, musique sacrée versus musique profane, musique instrumentale versus musique vocale, et ainsi de suite. On peut penser à la façon dont la musique est enseignée au cégep. Il y a musique classique versus musique pop-jazz. Ce seraient des genres musicaux. La musique classique est en soi trop vaste pour constituer un style. En fait, elle regroupe plusieurs styles. Dans la musique classique, il y a le style baroque, il y a le style classique viennois, il y a le style romantique, il y a la musique moderne et ainsi de suite. De même, dans la musique pop-jazz, il y a des dizaines de styles différents. Il y a les styles latins, il y a le jazz, il y a le swing, il y a le blues, il y a le rhythm and blues, il y a le soul, il y a le funk et ainsi de suite. Donc, vous voyez que plusieurs styles musicaux différents peuvent se regrouper pour constituer un genre musical. En fait, musique classique versus musique populaire seraient des genres musicaux en soi. Et en fait, si vous voulez, vous pouvez faire une expérience intéressante en lien avec vos auditions musicales. Vous remarquerez que les deux premières auditions, Who Do You Think You Are et le quatuor opus 133 de Beethoven, petit extrait, sont tous les deux des quatuors à cordes. Donc, leur instrumentation est exactement la même. L'instrumentation, c'est deux violons, un alto, un violoncelle. Or, évidemment, la pièce numéro 1, Who Do You Think You Are, est une pièce rattachée à la musique populaire, notamment, plus spécifiquement au funk ou au R&B ou ainsi de suite, alors qu'évidemment, le quatuor de Beethoven est rattaché à la musique classique. Beethoven est un compositeur de la fin du style classique, à la limite des pré-romantiques, et dans ses derniers quatuors, comme c'est le cas de l'opus 133, il y a plusieurs idées qui préfigurent déjà même le modernisme. Donc c'est une musique extrêmement complexe et stylistiquement rattachée à plusieurs pôles différents. Mais l'exercice est le suivant. Allez écouter les auditions 1 et 2 et demandez-vous pourquoi à l'écoute est-ce si évident que la pièce numéro 1 est une pièce de musique populaire et que la pièce numéro 2 est une pièce de musique classique. Je vous laisse peser sur pause, je vous laisse aller écouter ça et faire l'exercice. Si vous voulez bénéficier du cours de la façon la plus optimisée possible, je vous encourage à aller arrêter le défilement du vidéo, puis d'aller écouter les auditions et faire les petits exercices à mesure, parce que c'est ce qu'on ferait en classe si le cours se donnait en présence. Donc allez faire ça et on s'en reparle. Alors, pourquoi est-ce que audition numéro 1 sonne comme de la musique populaire et audition numéro 2 sonne comme de la musique classique? Il y a énormément de raisons à ça. Des raisons d'abord liées au rythme.
On peut avoir l'impression qu'une des pièces est plus rapide que l'autre, mais en fait, c'est pas tellement dans le tempo que dans l'accentuation. La première pièce est beaucoup plus syncopée que la deuxième, et ce type de syncope-là est rattaché à un genre musical qu'on pourrait appeler la musique afro-américaine. La musique afro-américaine de type blues, jazz, rhythm and blues, etc., tend à accentuer les temps faibles plutôt que les temps forts. On va accentuer le deuxième temps et le quatrième avec la caisse claire, par exemple. Et dans le cas du funk, on va souvent même accentuer la quatrième double croche ou la deuxième double croche dans le temps et ainsi de suite. Donc, il y a un déplacement des accents rythmiques qui crée justement un caractère extrêmement syncopé dans la musique, ce qu'on ne retrouve pas dans la musique de Beethoven. La musique de Beethoven accentue beaucoup plus les temps. Il y a tam padam 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 tadim tidim tadam tadam tadam, alors que le funk au contraire, etc., va accentuer ou bien carrément les temps faibles 2 et 4, ou alors les subdivisions encore plus faibles de ces temps-là, comme la deuxième ou la quatrième double croche. Donc simplement au niveau rythmique, on est en présence de deux esthétiques rythmiques complètement différentes. Une de type afro-américain, ce qui tend à définir la musique populaire, et l'autre qui est une esthétique rythmique beaucoup plus classique, qui définit le style musical classique lui-même. Il y a beaucoup d'autres choses aussi. Il y a le caractère plus improvisé de la première pièce. On ne sait pas jusqu'où certaines interventions du violon sont vraiment improvisées ou si c'est un peu prévu d'avance, mais il y a ce caractère d'improvisation. On a l'impression que le violon joue un solo et que les trois autres instruments font une espèce d'accompagnement. Alors que dans le cas du Beethoven, ça s'appelle la grande fugue parce que justement, c'est une écriture en canon. Il y a une mélodie qui circule continuellement d'un instrument à l'autre. Donc, le type d'écriture est différent. Dans le cas de l'audition numéro 1, on a une mélodie accompagnée. On a un instrument qui joue un solo et les autres qui accompagnent le solo. Solo de caractère plus ou moins improvisé qui tend à renforcer une association vers le jazz. Audition numéro 2, c'est clair que toutes les notes sont écrites d'avance et que tous les musiciens jouent une composition musicale qui est entièrement préméditée. Il n'y a pas d'improvisation, il n'y a pas de réorganisation spontanée des idées musicales. On est là pour traduire le plus fidèlement l'idée qu'a eue Beethoven dans les années 1820. Donc, le but est différent, l'esthétique est différente. Le concept musical lui-même est différent. Dans la musique populaire, il y a cette espèce de spontanéité, il y a cette espèce de valorisation du moment présent, de la création spontanée d'un solo, d'une improvisation. Il y a l'appropriation du matériau musical par le soliste qui veut créer un solo qui n'a jamais existé avant et qui existera peut-être jamais plus après non plus. Il y a cette beauté de l'instantané dans l'improvisation jazz, alors qu'au contraire, la beauté classique cherche davantage à réinterpréter l'idée qu'a eue Beethoven, mais il y a une volonté de fidélité dans la restitution de l'idée musicale de Beethoven, plutôt que de chercher à s'approprier la musique et la modifier et la personnaliser. En jazz, on veut personnaliser la musique, alors qu'en musique classique, on cherche davantage à traduire l'intention du compositeur. Donc, vous voyez, l'esthétique est très différente et ça va faire en sorte que les pièces sonnent très différemment aussi. Euh, Au niveau du langage harmonique, le tout premier accord de Who Do You Think You Are est une espèce de sol mineur 11 bémol 5. Je ne peux pas le jouer au piano parce que mon piano n'est pas branché, mais sol, si bémol, ré bémol, fa, la, do. Donc c'est énormément de tierces empilées et c'est un accord très jazz. Uniquement cet accord-là nous fait prendre conscience qu'on n'est pas dans un langage harmonique classique viennois. On n'est pas dans le style d'accord que Haydn et Mozart et Beethoven utilisent. Le langage harmonique de Haydn, Mozart et Beethoven est surtout triadique, donc c'est des accords à trois sons, majeur ou mineur, éventuellement des accords à quatre sons, septième de dominante, septième diminuée, à l'occasion septième d'espèce, on verra en temps et lieu ce que c'est, mais pas des accords mineurs 11 bémol 5. Okay? Ce pas des choses fréquentes dans le langage harmonique classique viennois. Il y a des choses au niveau de l'intonation. Dans la première pièce, il y a des glisses, il y a des bends, il y a une façon de jouer avec l'intonation des notes
qui évoque beaucoup le blues. En blues, on a ces tierces qui sont ni tout à fait mineures, ni tout à fait majeures. On joue une tierce mineure, puis on fait un bend, puis on la ramène vers le haut. Ce qu'on fait évidemment pas en musique classique, où l'intonation est quelque chose de beaucoup plus précis et beaucoup plus fixé d'avance. Donc, au niveau des jeux sur l'intonation, il y a quelque chose de très blues dans la première pièce qui est complètement absent de la deuxième pièce. Donc, vous voyez comment, en partant d'une question très simple, pourquoi est-ce que la pièce numéro 1 sonne populaire et la pièce numéro 2 sonne classique, on est en train d'examiner plein de paramètres différents. On a parlé d'harmonie, on a parlé de rythme, on a parlé de présence ou d'absence d'improvisation ou d'un caractère improvisé. On aurait pu parler de gamme, parce que dans la première pièce, il y a davantage de gammes ou bien pentatonique mineur, ou bien mineur blues, ou bien de mode dorien, qui sont des gammes qui sont beaucoup plus associées à la musique populaire, notamment afro-américaine, qu'à la musique classique du 18e siècle. La musique classique du 18e siècle utilise essentiellement des gammes majeures ou mineures, ou à la limite l'utilisation de la gamme chromatique. Mais très très peu de gamme pentatonique, absolument pas de gamme mineure blues, et le mode dorien pas trop souvent, ou en fait à peu près jamais. Donc, les gammes utilisées ne sont pas les mêmes, même si le langage harmonique global est comparable. On a dans les deux cas des accords majeurs et mineurs. Mais par-dessus ces accords-là, on va utiliser des gammes différentes. Okay? Donc, il y a une certaine compatibilité dans le langage harmonique, mais il y a aussi beaucoup de spécificité. L'accord mineur 11 bémol 5 du début n'existe pas chez Haydn. Et donc, c'est ça. Il y a à la fois des éléments communs, parce que la musique classique aussi utilise des accords majeurs ou mineurs avec des tiers superposés, mais ce n'est pas les mêmes accords. Il y a une densité dans l'harmonie jazz qui caractérise ce type de musique-là, ce qui fait que d'instinct, on peut savoir que certains accords, entre guillemets, sonnent jazz, alors que d'autres sonnent plus classiques, plus moins denses. Okay? Voilà, on aurait pu parler de la forme. La première pièce, Who Do You Think You Are, c'est un arrangement d'une chanson. Et si vous l'écoutez comme il faut, vous pouvez entendre l'alternance des couplets et des refrains. Dans les couplets, il y a un caractère plus improvisé. Dans les refrains, il y a une certaine stabilité, une certaine récurrence des mêmes idées musicales. La même modulation vient toujours vers le majeur introduire le refrain. Mais donc, dans la forme, on a cette idée d'une chanson à couplet-refrain, même si c'est ici une version instrumentale, donc personne chante. À l'inverse, dans Beethoven, le titre le dit lui-même, c'est une fugue. Donc, une fugue, c'est pas une pièce qui est caractérisée par l'alternance de couplets et de refrains, c'est une forme qui est caractérisée notamment par l'utilisation de ce qu'on appelle le contrepoint imitatif. Si vous préférez l'écriture en canon, le fait qu'une voix va jouer une mélodie et l'autre voix va reprendre cette mélodie-là à son tour en imitation et la troisième voix va chanter en imitation et ainsi de suite. Au fond, le quatuor de Beethoven, c'est comme un peu formellement quelque chose qui se comparait à une version hyper complexe de Frère Jacques. Vous avez peut-être déjà chanté Frère Jacques en canon, donc quand la deuxième voix chante Dormez-vous, la première voix chante Sonnez les matines, la troisième voix entre avec Frère Jacques et ainsi de suite. La pièce est constamment dans 4 moments différents de son déroulement et la superposition de la mélodie à elle-même crée sa propre harmonie et crée son propre accompagnement. Donc c'est le concept du contrepoint imitatif. Contrepoint veut dire superposition de lignes mélodiques et imitatif veut dire que chaque nouvelle voix vient imiter ou reprendre ce que la voix précédente jouait. Donc voyez la forme. Chanson versus fugue. La forme chanson avec des couplets et des refrains est beaucoup plus associée à la musique populaire. La forme fugue est beaucoup plus associée à la musique entre guillemets savante parce que la fugue est une forme académique, c'est quelque chose qu'on apprend à l'école et qui est peu associé en général à la musique populaire. Voilà, donc vous voyez tous les paramètres, la forme, la mélodie, l'harmonie, le rythme. En décortiquant les pièces en fonction de paramètres différents, on est capable de préciser
le style de Beethoven par opposition au style funk. C'est ce que nous permet de faire une comparaison des pièces 1 et 2 dans vos écoutes. J'ai volontairement, évidemment, choisi deux quatuors à cordes parce que généralement, la question comment peut-on comparer la musique populaire à la musique classique peut se résoudre de façon très simple en utilisant uniquement l'instrumentation. On peut dire, ah, c'est facile, la musique populaire, il y a de la guitare électrique, la musique classique, il y a du clavecin puis du hautbois. Mais donc, en comparant deux quatuors à cordes, c'était une façon d'annuler cette différence liée à l'instrumentation pour se concentrer exclusivement sur des caractéristiques de langage. On ne pouvait pas simplement se fier aux instruments, il fallait aller plus loin que ça et comparer les rythmes, les harmonies, les mélodies, etc., pour être capable de justement spécifier les caractéristiques classiques versus populaires des pièces en question. Voilà, donc on a parlé de genre. Vaste catégorie, vaste classification de pièces musicales en fonction de leur utilité, de leur destination, de leur conception, etc. On a parlé de style, on a parlé d'esthétique. Un petit mot sur la forme versus la structure. Je parle déjà de forme depuis tout à l'heure. L'idée derrière la forme, c'est que c'est comme le concept en vertu duquel la pièce est construite. On parlait de chansons. Hey, les chiens sont fatigants. On parlait de chansons tout à l'heure. Ben, la chanson est une forme dans laquelle il y a deux types de sections. Je reviens. À chaque interruption, je prends une petite gorgée de café. Et à chaque fois, il est de plus en plus froid. Donc, la chanson est une forme dans laquelle il y a deux types de sections qui alternent. Il y a des couplets puis il y a des refrains. Qu'est-ce qui caractérise un couplet? C'est que d'une fois à l'autre, la musique est semblable, mais les paroles sont différentes. Qu'est-ce qui caractérise un refrain? D'une fois à l'autre, les paroles et la musique sont semblables. Alors, musicalement, la structure d'une chanson pourrait faire A, B, A, B, A, B. Couplet, refrain, couplet, refrain, couplet, refrain. Alors que la structure des paroles ferait comme A, B, C, B, D, B, E, B, et ainsi de suite, parce que tous les couplets sont différents, mais tous les refrains sont semblables. Donc vous voyez même que la forme, ou enfin la structure de la musique et celle des paroles n'est pas la même, parce que parfois ça va être la même musique, mais les mots vont changer. Donc c'est ce qui caractérise une chanson, c'est une forme musicale. L'allegro de sonate est une forme musicale qu'on va étudier un peu plus tard dans la session. Dans un allegro de sonate, il y a une exposition, il y a un développement, il y a une réexposition. On va étudier d'autres formes musicales, par exemple le blues. Le blues à 12 mesures est une forme musicale afro-américaine dans laquelle une section de 12 mesures est subdivisée en trois phrases de 4 mesures chacune, souvent selon une structure A''B. Si c'est un blues vocal, il y a une phrase qui est chantée sur les deux premières mesures de 4. Ensuite, la phrase est répétée mais sur une harmonie différente. Et finalement, on a une troisième phrase qui est contrastante par rapport aux deux premières. Donc le blues de 12 mesures va
souvent avoir cette structure A''B dans une forme de 12 mesures et avec certains mouvements harmoniques qui sont prédéterminés. 1-1-1-1, 4-4-1-1, 5-4-1-5, par exemple. Ce serait une façon de faire ce qu'on appelle dans notre jargon un 12-bar blues. Donc, le concept de forme dépasse le simple concept de structure. La structure dans un 12-bar blues, c'est A''B. C'est l'agencement spécifique des sections les unes par rapport aux autres. Mais on voit que ici, la forme blues peut aussi impliquer certains mouvements harmoniques. Il y a toujours un accord de dominante dans la troisième phrase. La deuxième phrase va très 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 souvent aller à la sous-dominante. Donc il y a des concepts harmoniques en lien avec la forme blues elle-même. De même, dans un allegro de sonate, l'exposition va moduler généralement de la tonique à la dominante, ou si on est en mineur, de la tonique au relatif majeur, alors que la réexposition, elle, ne modulera pas. Donc, vous voyez, le concept de forme musicale est assez complexe parce que ce n'est pas uniquement une question de structure, mais il y a aussi parfois une question d'harmonie, de mouvement harmonique, de modulation, de jeu de tonalité, et ainsi de suite. Donc, au fond, la structure, c'est l'agencement spécifique des unités les unes par rapport aux autres. Généralement, on va utiliser les lettres pour caractériser la structure. On va dire ABA ou AABA. Il y a une forme qui s'appelle le rondeau sonate dont la structure est ABA, CABA. Donc on a un ABA qui est repris à la fin, puis une grosse section contrastante au milieu qu'on appelle le C. Et cette structure-là est très très symétrique. ABA, CABA, on peut la lire de gauche à droite ou de droite à gauche, ça revient exactement au même. Donc, le rondeau de sonate est justement une forme très symétrique et c'était le but. C'est une forme du 18e siècle et au 18e siècle, la clarté, l'équilibre, la symétrie étaient des choses qui étaient extrêmement valorisées dans les arts. Donc voilà, il y a une nuance à faire entre la forme et la structure, même si dans la vie de tous les jours, c'est deux concepts qu'on mélange souvent et deux termes qu'on utilise de façon pratiquement interchangeable. On va utiliser par exemple l'expression forme ABA, alors que théoriquement l'expression structure ABA serait plus précise. La forme musicale qui découle de la structure ABA, Ulrich Michaels, dans le Guide illustré de la musique, l'appelle la forme Lied, L-I-E-D, et c'est une expression consacrée dans la musicologie allemande. Je vais moi-même souvent utiliser l'expression forme Lied quand je veux avoir l'air d'un intellectuel universitaire érudit, et quand je me prends moins au sérieux, je vais parler d'un biscuit Oreo. Parce que c'est exactement la même chose. Dans un biscuit Oreo, vous avez un biscuit foncé, il y a la crème blanche au milieu, puis un autre biscuit foncé à la fin. Donc, c'est l'équivalent d'une forme musicale ABA. Good! Donc, forme et structure, c'est pas pareil. Il y a des petites nuances sémantiques à faire, même si dans la pratique, on utilise ces deux termes-là, malheureusement, de façon souvent interchangeable. Je vous explique le sens spécifique que moi je donne à ces mots-là, parce que statistiquement, il y a des bonnes chances que vous ayez à me subir pendant un certain nombre de sessions comme prof de littérature musicale. Donc, si vous savez le sens spécifique que je donne à ces mots-là, vous allez plus comprendre ce que je raconte, puis ça risque de rendre l'ensemble de l'expérience plus profitable et plus gratifiante. La musique est-elle un langage? C'est une belle, éternelle et fascinante question. On s'entend généralement à croire que oui, et vu que je m'amuse souvent à faire mon petit rebelle, j'ai tendance à penser que non. En fait, je m'explique. Je crois que la musique n'est pas un langage parce que un langage est un code de signifiant signifié. Le mot chien fait référence à un animal à quatre pattes qui fait ouf. Donc, il y a un remplacement d'une chose par une autre chose. Et il y a un jeu de renvoi. Le mot chien renvoie à un animal. Le mot table renvoie à un meuble. Le mot démocratie renvoie à un système politique, et ainsi de suite. Or, un fa dièse renvoie à rien. Un fa dièse, c'est simplement une fréquence. Ça indique qu'il y a des molécules d'air qui vibrent à une certaine fréquence.
et c'est tout. Il n'y a pas ce jeu de signifiant-signifié dans la musique. En fait, il y a un certain sens qu'on peut trouver à la musique, mais le sens est plus contextuel. Le fa dièse ne va pas du tout sonner de la même façon si c'est ma tonique en fa dièse mineur ou si c'est ma tierce en ré majeur ou si c'est la note qui introduit une fonction 5 de 5 en do majeur. Si je suis en do majeur, le fa dièse, c'est la sensible de la dominante. C'est une note extrêmement instable, alors que si je suis en fa dièse mineur, fa dièse, c'est la tonique. Donc, c'est une note beaucoup plus stable. Il n'y a pas, techniquement parlant, ce jeu de signifiant-signifié en musique. On se plaît à dire que la musique est le langage des émotions et que la musique a un sens qui est celui de traduire des émotions. L'expérience démontre que cette notion-là est finalement assez subjective et très floue. Si le but de la musique est d'exprimer des émotions, elle y parvient relativement mal parce que la même pièce musicale va sembler triste à une personne puis joyeuse à une autre. Et la même pièce musicale peut sembler triste à une personne et joyeuse à la même personne, mais à une autre journée et à un autre moment dans sa vie. Donc, si le but premier de la musique est d'exprimer des émotions, elle réussit plus ou moins bien. C'est pas tant que ça une réussite totale. Et d'ailleurs, je veux revenir quelques minutes sur cette notion que la musique, le but de la musique est d'exprimer des émotions. C'est une notion tout à fait romantique. C'est une notion très proche de la conception de la musique, de la définition de la musique qu'on avait au 19e siècle. C'est pas la seule conception possible de la musique. Si on recule 100 ans plus tôt, au 18e siècle, comme je le mentionnais tout à l'heure, on définissait la musique comme l'art de rendre les sons agréables à l'oreille. Donc vous voyez que l'expression des sentiments n'était pas une propriété fondamentale de la musique telle qu'on la définissait au 18e siècle. Au 19e siècle, on voyait la musique comme l'art de traduire les émotions en sons. Et au 20e siècle, on définit davantage la musique comme étant une organisation de sons selon des règles variables avec les époques et avec les lieux géographiques. Donc, des règles variables selon les lieux et les époques. Okay? C'est une notion, c'est une définition qui est beaucoup plus relativiste. Okay? Elle n'est pas absolue. On tend pas au 20e siècle à croire qu'il y a une seule définition de la musique. Donc, on va définir la musique comme une organisation de sons selon des règles variables, selon les styles et les époques. Alors que justement, au 19e, au 18e, on avait des définitions plus universelles. Au 20e siècle, on ne croit pas que ce soit possible d'arriver à cette définition universelle de la musique. Donc, tout ce qu'on peut faire dans la définition, c'est souligner son caractère variable en fonction des styles et des époques. Donc, la musique est un langage par analogie. C'est une métaphore. Okay? Quand on dit que la musique est un langage, c'est parce que elle présente beaucoup d'affinités et de points communs avec la langue, notamment au niveau de sa structure, de sa syntaxe, de son organisation. La musique est très semblable à la langue française ou anglaise, ou peu importe, à la langue tout court, notamment parce que depuis les temps les plus anciens, l'essentiel de la musique était de la musique vocale. La musique purement instrumentale est une invention relativement récente dans l'histoire de l'humanité. Donc, la première chose qu'on a mise en musique, c'est notre voix et des mots. Donc, la musique a eu tendance à s'articuler de la même façon que le langage, notamment parce que la musique et la langue s'articulent dans le temps plutôt que dans l'espace. Si vous pensez à une statue, c'est un objet qui est défini dans l'espace, mais pas dans le temps. Si vous pensez à une sonate pour violon, c'est l'inverse. C'est une œuvre qui est définie dans le temps, ça a un début, puis un milieu, puis une fin, comme une phrase, comme une histoire, mais qui n'est pas définie dans l'espace. Donc, c'est cette articulation-là dans le temps qui fait en sorte que la musique se construit comme la langue,
avec un début, avec un milieu, avec une fin, et avec une unité de base qui va porter le même nom, une unité de base qu'on appelle la phrase. Et j'ai reproduit une phrase, justement, d'un ouvrage qui s'appelle La grammaire pédagogique du français d'aujourd'hui pour illustrer la façon dont la musique et la langue s'articulent de façon très similaire. Donc, cette phrase-là, tirée de la grammaire pédagogique du français d'aujourd'hui, se lit de la façon suivante: le vent assèche la plaine durant le jour. Et évidemment, cette phrase, on peut la subdiviser en trois groupes principaux. Je vous avoue que cette façon de diviser les phrases est relativement nouvelle, c'est pas celle que moi j'ai apprise à l'école, mais même dans mon temps, on avait d'autres subdivisions, mais le concept est le même. C'est ce qu'on appelle communément un schéma arborescent, c'est-à-dire un schéma qui évoque la forme d'un arbre. Si vous le virez à l'envers, vous avez un peu cette idée d'un tronc qui se subdivise en branches principales, qui se subdivise en branches secondaires, qui se subdivise en dizaines ou en centaines ou en milliers de feuilles. Alors, c'est le concept d'un schéma arborescent. La langue se subdivise comme ça et la musique aussi. Donc, dans notre phrase « Le vent assèche la plaine durant le jour », on a trois groupes principaux. Le vent, qui est notre sujet, groupe sujet. On a assèche la plaine, qui est le prédicat ou le groupe verbe. Et on a durant le jour, qui est quelque chose qui vient compléter la phrase. Ça nous dit quand est-ce que l'action a lieu. Et on appelle ça un groupe prépositionnel parce que ça commence par durant, qui est une préposition. Donc, trois groupes principaux. Le vent assèche la plaine durant le jour. Et ces groupes-là, on peut les subdiviser en mots. Le vent assèche la plaine, et ainsi de suite. Et c'est pas là dans le tableau, mais on pourrait subdiviser les mots en syllabes. Certains mots ont une seule syllabe, comme le vent, mais certains mots ont trois syllabes. Assèche, plaine, durant, et ainsi de suite. Donc les mots eux-mêmes peuvent se subdiviser en syllabes. C'est comme ça que le langage s'articule. On a une unité de base qui est la phrase, et dans un roman, les phrases se regrouperaient elles-mêmes en paragraphes. Et les paragraphes se regrouperaient eux-mêmes en chapitres. Et l'ensemble des chapitres donne une œuvre. Donc vous auriez un très grand schéma arborescent dans lequel vous avez une œuvre qui se subdivise en chapitres, lesquels se subdivisent en paragraphes, lesquels se subdivisent en phrases. Fait que ça, c'est comme la macrostructure, c'est la grande forme. Mais la petite forme, c'est que chacune de ces phrases-là peut se subdiviser en différents groupes, lesquels se subdivisent en mots, lesquels se subdivisent en syllabes. La musique, c'est pareil. On va analyser la musique et on va voir qu'il y a des phrases musicales. Et on va voir que les phrases musicales s'enchaînent et qu'elles peuvent se subdiviser. On va parler non pas de groupe, mais on va parler de membres de phrases. Et dans les membres de phrases, on va retrouver des unités récurrentes qu'on va appeler des motifs. Et remarquez que le mot motif ressemble étrangement au mot mot. Okay? M-O-T versus M-O-T-I-F. Motif, mot. Je reviens tout de suite. Très froid. Donc, comparez notre tableau de phrases tiré de la grammaire de tout à l'heure avec ce que vous avez en bas de la page 8 dans votre cahier de notes de cours et vous verrez ce schéma arborescent. Donc, on a une partie d'une pièce qui peut être par exemple un couplet dans une chanson ou qui peut être l'exposition dans une forme sonate ou peu importe. On a une section dans une œuvre musicale laquelle va être subdivisée en phrases. P1 et P2 sont les deux phrases. Ces phrases-là se subdivisent en membres de phrases, lesquels se subdivisent en motifs. Les motifs vont revenir avec certaines variations. On peut transposer les motifs, on peut rajouter, enlever des notes et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui caractérise les motifs? C'est des intervalles, puis c'est des rythmes. Donc, ce jeu de retour des motifs et de variation des motifs crée à la fois dans la musique les deux grands principes fondamentaux, c'est-à-dire l'unité et la diversité.
L'unité parce que les motifs sont toujours reconnaissables. On entend un motif, puis on fait un lien avec l'autre motif ou avec le même motif, mais dans une version précédente, sur des notes différentes, dans une gamme différente. Le motif qu'on entend maintenant dans une gamme mineure, on l'a entendu tout à l'heure dans une gamme majeure, ça nous permet de créer une association entre les deux, mais tantôt il était en majeur, maintenant il est en mineur, donc il y a une diversité. Et c'est ce caractère éternellement changeant, mais éternellement reconnaissable du motif, qui en fait le principal outil de l'architecture musicale, parce que justement, ça crée l'unité dans la diversité. Euh, N'importe quelle œuvre musicale cherche constamment à atteindre cet équilibre entre unité et diversité. S'il y a trop d'unité, la pièce est plate. S'il y a trop de diversité, la pièce est incohérente. Chaque style a ses propres critères de qu'est-ce qui est acceptable en termes de unité versus diversité. Par exemple, dans la musique techno, électronique, de trance et ainsi de suite, il y a énormément d'unité parce qu'il y a énormément de répétitions. Si vous analysez une sonate classique ou une suite baroque, vous n'aurez jamais autant de répétitions systématiques des mêmes motifs. On varie beaucoup plus souvent. Donc, les styles ont chacun leur degré de tolérance respectif par rapport à la répétition. Mais l'idée est toujours la même. La répétition crée l'unité et la variation ou l'introduction de nouvelles idées crée la diversité. Voilà, donc ce schéma du bas de la page 8 est très important parce que il nous apprend comment la musique est construite. Et une grande partie du travail qui nous attend correspond à essayer d'appliquer ce schéma-là dans des pièces musicales. Donc, de trouver où sont les phrases, où sont les motifs, où sont les membres de phrases, pour comprendre justement la structure de la pièce. Une chose que vous pouvez faire, c'est commencer déjà à regarder les pièces à partir de la page 29 dans votre cahier de notes de cours. Les pages 29 et suivantes sont des pièces, justement, souvent des pièces assez courtes qui sont dans vos auditions. Donc, vous pouvez écouter la musique, regarder la partition et vous demander, est-ce que je reconnais des motifs? Est-ce que je reconnais un membre de phrase? Est-ce que je reconnais une phrase? À quoi reconnaît-on une phrase en musique? Ben, c'est relativement simple. La phrase finit par un point de repos qu'on appelle une cadence. Généralement, la cadence peut se faire sur un ou l'autre de deux degrés musicaux qu'on appelle la tonique et la dominante. La tonique, c'est la note principale, c'est celle qui donne son nom à la tonalité et à l'ensemble de références sur lequel la pièce est construite. La dominante, c'est la cinquième note en partant de la tonique. Donc, si notre pièce est en Do, notre dominante va être Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, dans une pièce en Do majeur, l'immense majorité des phrases va finir ou bien sur un accord de Do ou bien sur un accord de Sol. Si on a une phrase qui finit sur autre chose qu'un de ces deux accords-là, il y a de fortes chances qu'on ait changé de tonalité, qu'on ait introduit ce qu'on appelle une modulation. Mais tant qu'on est dans une tonalité donnée, l'immense majorité des phrases va finir ou bien par l'accord de tonique ou bien par l'accord de dominante. Donc, en Do, on va finir ou bien sur un accord de Do ou bien sur un accord de Sol. Ça ne donne pas le même caractère. Si on finit une phrase sur un accord de Do, on lui donne ce qu'on appelle un caractère conclusif, c'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de stabilité qui est introduite et on a comme arrêté le mouvement. Alors que si on finit sur l'accord de dominante, si on finit sur l'accord de Sol, c'est ce qu'on appelle un caractère suspensif. Et on sait très bien que la pièce n'est pas finie et on sait qu'il y a une autre phrase qui s'en vient. Par analogie, parce qu'on fait beaucoup d'analogies entre la musique et le langage, on pourrait parler d'une phrase conclusive et d'une phrase interrogative, c'est-à-dire que la phrase suspensive, qui finit par une cadence à la dominante, pourrait être comparée à l'équivalent d'une question. Et d'ailleurs, très souvent dans la musique, quand on a une alternance entre une phrase suspensive et une phrase conclusive, il y a plusieurs professeurs qui vont parler d'une question-réponse. La question étant l'idée musicale se terminant par une cadence à la dominante et
et la réponse étant la reprise de la même idée, mais se terminant cette fois sur une phrase conclusive, sur une cadence forte, sur l'accord de tonique. Donc, cadence sur 5 suivi de cadence sur 1 égale, si on parle dans un terme universitaire intellectuel, on va dire antécédent conséquent. Alors, l'antécédent, c'est ce qui est suspensif, qui finit de façon ouverte sur la dominante, et le conséquent, c'est ce qui est conclusif, qui referme le discours et qui finit sur l'accord de tonique. On peut appeler ça question-réponse, c'est exactement le même concept. Fin ouverte, fin fermée, point d'interrogation, point. Voilà, cadence à la dominante, cadence parfaite. Dans la prochaine capsule, on va mettre ces notions-là en application. Ça va être un peu l'équivalent d'un laboratoire, mais déjà, je vous invite à écouter les pièces musicales qui sont dans les annexes à la fin de votre cahier de notes de cours, écouter les auditions et essayer justement de retrouver ces éléments-là dont vous avez la définition dans votre cahier de notes de cours. Essayez de voir où sont les motifs, où sont les phrases, où sont les membres de phrases. Est-ce qu'il y a des codas à la fin de certaines pièces, etc. Donc, vous avez ces mots de vocabulaire en page 7. La coda, le chaînon, la transition, l'élision, les mioles et ainsi de suite. On en verra des applications plus en détail. Mais pour l'instant, écoutez ces pièces musicales-là en lisant la partition et essayez de repérer les cadences. Les cadences, je vous donne un secret, un truc, sont souvent dans une mesure qui est un multiple de 4 ou de 8. Très souvent, vous allez avoir ou bien une petite cadence à la mesure 4 ou à la mesure 8, mesure 16, mesure 24, 32 et ainsi de suite, parce que ce modèle d'une forme de 8 mesures est absolument central dans plusieurs styles et époques musicales différentes. On le retrouve, les phrases de 8 mesures dans la musique baroque, on retrouve des phrases de 8 mesures partout en jazz, dans la chanson, dans les pièces de Broadway et ainsi de suite. Donc les phrases de 8 mesures, il y a de fortes chances qu'à la mesure 9, on ait une reprise du début, mais avec une fin différente. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'à la mesure 8, vous aviez une cadence. Okay? Pour reprendre le thème du début, il faut d'abord qu'il y ait eu une cadence avant le retour du thème. Donc dès que votre thème revient, juste avant, il y a eu une cadence, forcément. Et allez voir et demandez-vous, est-ce que c'est un accord de 1, est-ce que c'est un accord de 5, comment est-ce que la musique est construite, et ainsi de suite. Donc je vous laisse vous amuser avec ces sections-là. Écoutez les pièces, essayez de trouver les cadences, et je vous reviens très bientôt avec de nouvelles idées et du nouveau matériel. D'ici là, portez-vous bien.